La navigation de plaisance est devenue une activité qui compte de nombreux adeptes. Le lac Témiscamingue, de par sa localisation, sa longueur et sa beauté, est devenu un plan où il fait bon naviguer. Cependant, là comme ailleurs, les adeptes recherchent la possibilité de découvrir de nouveaux horizons. D'où apparaît le grand projet régional du désenclavement du lac Témiscamingue et de la rivière des Outaouais. Je rencontre aujourd'hui deux intervenants qui nous expliqueront le projet en détail. Il s'agit de André Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Qui est agent de développement à l'Office du tourisme du Témiscamingue, et Pierre Godet, qui représente la municipalité dans ce dossier. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Bon, on va commencer, André, le mot désenclavement. C'est un grand mot. Est-ce que tu peux nous expliquer sa définition par rapport au lac Témiscamingue? OK. Le désenclavement, quand on parle d'enclave, c'est des éléments qui enferment quelque chose. Là, dans ce cas-ci, on parle de barrage. Et puis, donc, on veut enlever ces enclaves-là. On veut contourner les barrages pour pouvoir poursuivre la navigation sur la voie navigable là, de l'Outaouais et du lac Témiscamingue. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer où est rendu le système de désenclavement aujourd'hui, puis comment est-ce qu'il va fonctionner dans l'avenir? D'ailleurs, ce qui va m'amener à répondre à ta première question, au moins la première tranche, c'est que si on se souvient qu'il y a déjà au moins 15 ou 16 ans, je pense que tu étais là à l'époque où on parlait de désenclavement du lac Témiscamingue, mais on parlait à l'époque d'un système qui était beaucoup plus volumineux, beaucoup plus gros. On parlait à ce moment-là de mettre sur pied un système d'écluse qui aurait coûté quelque chose comme 95 à 100 millions de dollars, et ce qui a amené le projet à être tout à fait irréalisable à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'un système qui est beaucoup plus simplifié. C'est simplement des installations portuaires de chaque côté des barrages qui sont localisés ici à Témiscamingue, Mattawa et Rapide-des-Joachins, et qui consiste simplement par la mise en place de rampes de mise à l'eau, des quais autour de ça, et d'un système de camions remorques qui sort les bateaux du lac d'un côté et qui les transporte jusque de l'autre côté du barrage. C'est ce qui nous permet de dire qu'on rouvre le lac Témiscamingue à la navigation de plaisance lorsqu'on a terminé cette opération-là. Même, Daniel, on peut dire que ça remonte là, plus de 100 ans. Au début, les colons arrivaient sur le lac Témiscamingue avec des radeaux, et puis on devait quand même contourner ces mêmes obstacles naturels-là. On n'avait pas de barrage à cette époque-là, mais on devait quand même les contourner, et on avait des chemins de lisse. Il y avait des radeaux qui étaient sur ni plus ni moins des poutres de bois très lisses, et même qu'on mettait du suif dessus, et puis il y avait des chevaux qui tiraient ça, et de l'autre côté du rapide, on remettait les radeaux à l'eau et on continuait. Donc, c'est de tout temps qu'on a essayé de résoudre ce problème-là. On est arrivé avec des solutions plus modernes et très coûteuses. Maintenant, on devient plus réaliste, puis on va aboutir vraisemblablement l'été prochain à une solution enfin permanente. C'est bien, ça. Ça veut dire que l'histoire se répète. Puis il faut souvent revenir en arrière pour découvrir d'autres choses. C'est ça. Une fois réalisé, André, qu'est-ce que ça voudrait dire le désenclavement pour les adeptes de la navigation de plaisance? Bien, premièrement, on va pouvoir avoir accès à des étendues d'eau qui n'étaient pas jusqu'à maintenant accessibles sur des longues distances. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, depuis Pembroke jusqu'à Notre-Dame-du-Nord, New Liskeard, on va pouvoir naviguer sans problème avec simplement 3 endroits où on va contourner des barrages. Ça va amener des touristes qui sont généralement assez fortunés quand on se paie des bateaux de 25, 28 pieds de long. Donc, c'est des retombées importantes au niveau des entreprises qui vont être le long de la rivière des Outaouais et sur le lac Témiscamingue. Et puis, une fois ces plaisanciers-là sur le lac, c'est à chacune des entreprises ou à d'autres gens le long du lac à les attirer à l'intérieur des terres qui ne sont pas nécessairement attachés à leur bateau. On peut aussi leur offrir des produits. Puis ça, je pense que c'est à chacun de nous d'être imaginatif puis
d'aller séduire ces touristes-là qui ne demandent pas mieux non plus, sont en vacances. Il faut penser la même affaire que quand on est en vacances, qu'on est disposé à se faire offrir des nouveautés, puis découvrir un peu aussi l'exotisme ou les particularités d'une région. Il faut dire, Daniel, aussi que sur le territoire actuellement, à chaque fois qu'on parle d'un territoire qui est enclavé, les gens qui demeurent dans un environnement immédiat ont tendance à observer ou à se promener sur ce plan d'eau-là. Par contre, ça laisse peu de place aux gens de l'extérieur qui sont situés, disons, plus au sud de Témiscamingue. Les gens de Mattawa, par exemple, ou les gens de Rapide-des-Joachins, dans les circonstances actuelles, ne peuvent pas se permettre de franchir chacun des barrages par voie d'eau. Ils doivent absolument sortir de l'eau quelque part et embarquer à nouveau leur bateau sur une rebord, traverser un peu comme font les gens qui vont à la pêche ou à la chasse, ils font des portages. Actuellement, l'avantage, c'est que ça nous permettrait de rendre accessible un plan d'eau avec toutes les beautés dont André a fait allusion tantôt, notamment le circuit qui est particulièrement beau pour les gens qui le connaissent un peu, qui sont en bordure du lac Témiscamingue. Il y a de très, très beaux paysages qui sont à peu près pas connus des gens qui ne circulent pas habituellement sur le lac. Alors nous, on espère beaucoup qu'avec un plan d'eau qui est ouvert comme ça à la navigation de plaisance, que les gens vont pouvoir emprunter un tronçon à la fois et envisager de faire des projets pour dépasser. On a tout le temps besoin d'un peu d'exotisme ou d'aventure. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'être capable de se dire, bon, mais durant une fin de semaine ou une semaine, je profite de l'occasion pour traverser le barrage de Témiscamingue, me rendre jusqu'à Mattawa et éventuellement d'aller encore plus loin. Alors, le fait de penser d'avance qu'on a l'accessibilité à un système de transbordement des bateaux, on a déjà des embûches qui sautent. On a moins de contraintes, donc on sait que ça va être ouvert durant des périodes qui sont à peu près les mêmes. Et on va pouvoir savoir, en partant d'ici, qu'on va pouvoir se rendre jusqu'à Rapide-des-Joachins si tel est notre désir. Alors, ça rouvre la porte beaucoup à l'esprit d'aventure et à l'exotisme et aux vacances pour les périodes où c'est ouvert. Tout ça, c'est bien, là, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il va y avoir des propriétaires de bateaux qui vont être intéressés par le lac Témiscamingue? Vois-tu, l'étude qui a été produite par une firme de consultants qui s'appelle Hope Consulting Group de Sudbury, on fait des études concernant d'abord les populations, concernant également le nombre de bateaux qui étaient vendus ou dont il y avait des propriétaires en bordure des lacs. Également, ils ont dénombré le nombre des marinas qui étaient déjà installés puis qui offraient un certain nombre de services, notamment dans les abords du lac Témiscamingue et de la rivière des Outaouais. Et selon les études, il y a déjà plusieurs milliers de bateaux qui sont actuellement en circulation, mais évidemment, comme on le mentionnait tantôt, enclavés. Alors, nous, on estime qu'évidemment, durant les premières années d'opération, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait le marketing qu'il fallait, qu'on n'a pas parlé que le service est en opération, qu'on n'a pas pu dire aux gens qu'il y avait des services de dépannage, des services d'accueil touristique, des choses à visiter, à faire, on sait très bien qu'il va falloir qu'on fasse tout ça durant au moins les premières années pour pouvoir rencontrer une clientèle pour l'amener à devenir fidèle à l'utilisation du service. Alors, on estime que dans les premières années, c'est certainement pas là où il va y avoir affluence sur le lac. Par contre, on sait également que ceux qui sont des utilisateurs du plan d'eau, qui adorent déjà ça, vont certainement, juste par les cercles de famille, et les amis ou les parents qui viennent de l'extérieur de la province ou d'ailleurs, vont certainement recevoir des messages, autant par les promoteurs que par les gens qui utilisent déjà. Et on sait, nous, en faisant une bonne publicité de bouche à oreille, en associant à nous les municipalités, les associations touristiques, que le message va sortir. Il est déjà actuellement pensé de sortir un peu de chez nous et d'être très actif, d'avoir une publicité agressive au fil des ans pour permettre de percer le marché, parce que le Témiscamingue actuellement est encore une région peu connue, mais on a un des plus beaux lacs en province. Par contre, il est peut-être encore très peu connu. Alors, on a à développer un certain nombre de belles choses au niveau du marketing là-dessus. Et puis, Daniel, aussi, il faut penser qu'au niveau des autres circuits traditionnels, comme le Canal Rideau ou le Trans-Southern, le circuit qu'on va offrir va être une alternative intéressante parce que, la nouveauté va faire que ça va être un attrait en soi de dire, on va aller découvrir un nouveau coin de pays. Et puis, il y a aussi le volume est bien moins grand sur ce grand circuit qui va avoir à un moment donné 210 000 de long et jusque de Notre-Dame-du-Nord à Pembroke. Donc, il va y avoir moins de gens sur le lac par rapport
à d'autres circuits qui sont engorgés, puis qui ne fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde. Fait que, on a en plus la beauté du lac, surtout du côté québécois, on est choyé. Fait que je pense que c'est des attraits, c'est des éléments qui vont faire que notre circuit va devenir une alternative vraiment intéressante pour les plaisanciers là, du Québec et de l'Ontario, parce que l'étude a fait l'analyse autant des gens, des plaisanciers au Québec que ceux de l'Ontario. Alors, ça veut dire que les gens qui sont habitués à vivre en ville toute l'année vont aller faire un tour en campagne, mais ça va être en campagne sur le lac. C'est ça. Bon, pour que ce projet se réalise, il va avoir à contourner 3 barrages. Ça va demander l'implication des municipalités. Où c'est rendu, là, cette négociation-là ou ces ententes-là avec les municipalités? D'abord, c'est lesquelles, les municipalités? Actuellement, il y a 3 municipalités qui sont visées. D'abord Témiscamingue-Sud et une de celles-là qui est la plus située en amont, donc du haut de la rivière ou du lac, si on veut. Il y a ensuite Mattawa et il y a Rapide-des-Jouachins encore plus au sud. Actuellement, d'ailleurs, le projet date de 88-89, où les premières tentatives, les premières rencontres ont eu lieu ici avec la ville de Témiscamingue et les autres municipalités. Et actuellement, au moment où on se parle, les infrastructures portuaires pour Rapide-des-Jouachins sont déjà en place depuis la fin de novembre 91. Alors, il y avait là sur place un comité de développement économique qui a décidé de prendre en charge le budget, de s'assurer de faire les plans et devis, de recevoir le budget pour le financement et de procéder à la réalisation des travaux. Tout ça, au moment où on se parle, c'est déjà complété. Pour ce qui est de Témiscamingue, on est sur le point de terminer une entente avec le gouvernement fédéral pour le paiement des infrastructures qui seraient situées, elles, du côté du Québec, tout près de la marina. Je vais vous montrer dans quelques minutes où ça se situe à peu près. Et pour ce qui est de la rampe de mise à l'eau pour la partie sud, elle serait située sur l'île du Lonceau, donc à proximité de la Chambre de commerce, de la maison d'accueil de la Chambre de commerce présentement. Pour ce qui est de Mattawa, ils sont à peu près au même point que nous, où on est rendu aujourd'hui, c'est-à-dire on a déjà vu, juste avant Noël, une très belle carte où est-ce qu'on a pu cibler exactement l'endroit où les bateaux arriveraient en amont du barrage et en aval. Et actuellement, ils sont en négociation intensive avec Hydro-Ontario parce qu'on sait que c'est le barrage La Cave qui est là, donc il faut absolument avoir les permissions requises pour sortir les bateaux d'un côté du barrage parce qu'ils doivent passer à proximité, tout près du barrage Hydro-Ontario. Sous des lignes à haute tension et on exactement. doit abaisser le chemin. Alors là, c'est quand même assez particulier. Ça demande effectivement des autorisations, puis Hydro-Ontario veut savoir, bon, on va-tu faire ça pour le fun, là, ou si ça va aboutir à de quoi? Là, je pense que le sérieux est maintenant reconnu. Il y a une firme d'ingénieurs qui est en train de faire des plans pour réaliser les travaux et Mais est-ce qu'en principe, le gouvernement de l'Ontario est d'accord avec le projet? Est-ce qu'il y a quand même des... Oui, il y a 2 paliers du gouvernement qui sont impliqués. Il y a le ministère des Mines et du Nord et le ministère des Loisirs et du Tourisme. Et puis, c'est celui du ministère... Le ministère du Nord et des Mines, jusqu'à maintenant, a confirmé par lettre sa contribution financière au projet, qui est la contribution d'un des 2 ministères ontariens impliqués. Alors, jusqu'à maintenant, sur le plan politique, c'est un projet qui chemine très bien au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue pour nous. On est fortement appuyé par la députation provinciale. Et comme il y a déjà eu le budget du fédéral qui a été accepté par le ministère des Pêches et de l'Océan, il faut le mentionner, c'est une tranche qui représente en tout 323 000 donc une contribution fédérale très importante au projet, qui va venir payer, dans le fond, les infrastructures qu'on appelle les installations portuaires, les rampes de mise à l'eau pour les 3 municipalités. Donc, il y a un prorata selon la grandeur des travaux à réaliser, mais chaque municipalité reçoit sa quote-part du fédéral pour le paiement des infrastructures. Toutes les rampes de mise à l'eau, les piliers qui sont situés là, alors c'est déjà quelque chose d'acquis et ça a déjà commencé à être dépensé, cet argent-là. Bon, je vous écoute parler, là, vous parlez du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, du fédéral. Vous travaillez à plusieurs niveaux. Comment vous travaillez avec ces différents paliers-là? Il faut s'ajuster selon les municipalités. On n'a pas non plus tous le même problème. C'est-à-dire qu'à Rapide-des-Jouachins, on va travailler uniquement du côté du Québec. À Mattawa, on travaille uniquement du côté de l'Ontario. Mais à Témiscamingue, on doit travailler sur les 3 niveaux, au fédéral,
avec les terrains du pêche et océan et de travaux publics, là, en fin de compte, sur l'île du Lonceau, mais en territoire ontarien. Et puis, du côté québécois, avec le territoire près de la marina. Donc, on a à composer avec toutes ces parties-là. C'est ce qui fait que ça chemine plus lentement peut-être, mais ça chemine bien. Parce qu'il y a une volonté de toutes les parties de dire c'est un projet qui a des retombées importantes pour autant le Québec que l'Ontario. Et le gouvernement fédéral reconnaît ça. Et on est sur une ligne frontière et c'est pour ça qu'il participe aussi assez volontiers là-dedans. Une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle le projet a reçu une oreille attentive des différents paliers de gouvernement, c'est justement, on a aussi vanté les mérites de ce projet-là à cause d'une participation interprovinciale. Il n'y avait pas uniquement une province qui visait à le développer, il y en avait deux. Il y avait également un palier de gouvernement supérieur qui était le fédéral. Alors, comme des retombées allaient être visibles autant du côté ontarien que du côté québécois, il n'y avait aucune raison de ne pas s'associer avec la province voisine et tâcher de réaliser le projet. Par contre, à Témiscamingue, c'est le seul coin où, actuellement, parmi les 3 municipalités, il faut absolument œuvrer dans les sentiers non battus jusqu'à maintenant, puis essayer de surnager pour nous permettre d'agir autant en territoire québécois qu'en territoire ontarien, parce que la gestion du projet à Témiscamingue, même si on a investi une partie au Québec et une partie en Ontario, sur l'île du Lonceau, le système va être opéré et géré par nous, du Québec. Ça va se faire par contrat avec un promoteur privé d'ici. Mais ça nous est amené, dans le fond, à essayer d'imaginer des façons de faire, contourner certains problèmes administratifs pour venir à bout d'avancer. Ça explique peut-être un peu le retard du projet, parce que normalement, tout le monde pensait qu'on aurait pu être prêt beaucoup plus vite que ça. Mais notre objectif est encore de rendre le projet terminé pour le mois de mars 92, de façon à ce qu'on puisse l'utiliser dès le printemps. Maintenant, comme le fédéral a déjà confirmé sa contribution, il nous reste maintenant à le présenter aux autorités provinciales, en ce qui nous concerne, pour avoir un accord sur la somme d'argent dont le Québec pourrait disposer pour ce projet-là. Maintenant, ce qu'il faut mentionner, c'est que le milieu doit absolument convenir de la récupération à l'entour d'ici d'une somme d'argent qui va représenter à peu près 20 du coût des immobilisations. Ça peut être combien, ce montant? Ça peut représenter, selon les calculs qu'on a faits, on aurait à peu près un projet de 150 à 160 000 en gros, du côté québécois, dont 80 pourraient être financés par Québec, en autant que la demande de subvention est présentée par un organisme à but non lucratif, ce qui nous permet d'obtenir un maximum. Par contre, le 20 qui est le résiduaire, il va devoir, lui, être récupéré dans le milieu. Et comme on était certain qu'il y aurait des retombées au niveau de toutes les municipalités riveraines en bordure du lac Témiscamingue vers le nord, on s'est adressé aux municipalités qui étaient directement touchées par ce projet-là dans le but de les sensibiliser à l'importance de développer un projet qui est un projet témiscamien. Et là-dessus, au niveau des accords de principe, pour reconnaître que c'est un projet purement témiscamien, on n'a pas d'objection du tout à ce que les municipalités s'y intéressent. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure chacune de ces municipalités-là va être en mesure, selon son indice, son évaluation municipale, par exemple, de voir apporter une contribution pour que le 20 puisse être comblé. Est-ce que les municipalités riveraines semblent intéressées à participer ou est-ce qu'il y a des réticences? Bien, jusqu'à présent, on a discuté avec des représentants de municipalités. Ils devaient rediscuter de ça dans leurs conseils municipaux respectifs. Mais il y a, je pense, en tout cas, un accueil très favorable au projet. Et puis, là, on a parlé des municipalités riveraines près du lac Témiscamingue, mais dans un second volet, on peut même envisager pénétrer à l'intérieur des terres et aller, ce qu'on fait pour Témiscamingue, prendre des bateaux, par exemple, à Notre-Dame-du-Nord et les monter à Anglier pour aller finalement desservir tout le lac des 15 et le lac Simard. Ça veut dire qu'on desservira en plus des municipalités comme Guérin, Rimini, Fugerville, Anglier évidemment, La Tulipe, Moffett, La Force. Ça veut dire que c'est vraiment un projet très, très témiscamien. Ça touche toutes les localités. Et c'est pour ça, nous, en tout cas, au niveau de l'Office du tourisme, qu'on s'était appliqué dès le départ, parce que on considère que c'est un projet qui a vraiment beaucoup de retombées au niveau régional. Donc, on met des énergies avec Pierre et puis
tous les gens du conseil municipal ici, je pense qu'il y a vraiment une volonté de travailler fort à réaliser ce projet-là, puis respecter les échéanciers aussi. Si tu me permets, Daniel, je disais tantôt que j'aimerais montrer, profiter de l'occasion pour montrer aux gens du milieu qui nous écoutent, leur montrer l'endroit à peu près où seraient installées les rampes de mise à l'eau, de façon à ce que ce soit davantage visible. Alors, ceux qui seraient familiers avec le plan de zonage de la ville de Témiscamingue, je veux tout simplement attirer votre attention sur le fait que la zone qui est contiguë, donc qui est immédiatement près du lac Témiscamingue ici, c'est une zone qu'on appelle une zone verte, espace vert. Et la rampe de mise à l'eau sera installée à peu près à l'endroit où est actuellement localisée la rampe qui a déjà été installée il y a peut-être une dizaine d'années. Alors, cette rampe-là serait évidemment modifiée parce qu'actuellement, elle ne répond pas à toutes les exigences en termes de fonctionnalité. Elle est comme mal située par rapport au vent dominant, par rapport au grand courant. Il va falloir donc la relocaliser différemment. Donc, on partirait d'ici, à peu de choses près, et on ferait un parcours en sortant des bateaux de l'eau, on ferait un parcours en bordure du lac Témiscamingue. Donc, on suivrait le petit chemin qui est actuellement là pour venir ressortir à peu près 800 mètres plus au sud. Et là, on sortirait tout près de l'endroit où Tembec a déjà fait du remblai pour faire une sorte de parc. Et on sortirait à proximité de là, peut-être à 100 mètres du premier barrage. Et donc, par une sorte de bretelle, on rejoint la route 101, on emprunte le premier barrage et on descend vers le sud pour se situer juste à la pointe sud de l'île du Lonceau. Alors, à cet endroit, il y a déjà une petite installation qui appartient à Travaux publics Canada. Et il serait question d'installer sur la gauche, donc à l'est de cette petite installation-là, d'installer donc la deuxième rampe de mise à l'eau avec toutes les installations, les quais, etc. Alors, dans le fond, ça va représenter un parcours total d'à peu près 1 mètre point 2. Et 1 mètre, excuse-moi, tu as bien raison, 1 mètre, c'est une bien petite distance. On parle d'1 kilomètre point 2, justement. Et le calcul nous emmenait à penser que ça prendrait à peu près une trentaine de minutes pour récupérer un bateau complètement. Quand on parle de récupérer un bateau, il faut bien s'entendre, c'est qu'on permet aux gens qui approchent de la rampe de mise à l'eau ou des quais de sortir avec leur famille et de permettre à ceux qui les récupèrent avec la remorque d'attacher solidement le bateau, de bien s'assurer que toutes les ceintures ne permettront pas au bateau de glisser, donc de s'endommager. Et de sortir de l'eau puis de l'emmener d'ici lentement, rentrer dans le trafic et recommencer le même travail, mais en direction sud. On estime que ça peut prendre à peu près une trentaine de minutes. Mais avec la position des gens, parce que je dois vous dire qu'actuellement, on a fait une approche qui est très, très intéressante avec les propriétaires de la marina concernant l'opération du système. Comme ils visent déjà à donner des services dans cet environnement-là ici, donner des services à tous les utilisateurs du plan d'eau. On parle de là un certain nombre de services de dépannage, de vente de produits et services qui sont reliés directement aux activités récréatives, donc nautiques. On se permettrait, dans le fond, avec ces gens-là, de leur donner l'occasion aussi de rendre leur projet plus global et d'intégrer le désenclavement du lac à leurs activités qui sont déjà prévues là. Alors, c'est actuellement une des pistes les plus intéressantes qui nous permettrait, en plus de leur permettre de rentabiliser davantage un projet en n'ayant pas uniquement un service à gérer, mais l'ensemble. Alors, on estime également que l'utilisation de la rampe par des gens qui s'en servent actuellement pour aller notamment dans le nord à leur chalet, on estime que la gestion de la rampe, la gestion du stationnement et tout ce qui entoure ça ici devrait permettre, à tout le moins, de rendre un bon projet viable et intéressant pour les gens de la marina. Alors, ça permet quand même de situer par rapport à cette carte-là où va être installée la rampe du nord et celle qui est plus au sud sur l'île du Lonceau. Merci beaucoup, Pierre. C'est intéressant de visualiser là, comment le projet pourrait être monté. Puis tu parlais aussi de la gestion de ce projet-là. Et tantôt, tu parlais d'un organisme à but non lucratif, d'une corporation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça va fonctionner? Oui, d'ailleurs, je dois te dire qu'une des raisons pour lesquelles on parle actuellement d'une corporation sans but lucratif, c'est qu'initialement, le projet devait être soumis aux autorités gouvernementales par la municipalité. Sauf qu'en cours d'exercice, on s'est aperçu que la Ville, de par son statut, ne pourrait pas aller chercher plus de 77 de la subvention auprès de l'EPDQ, par exemple. Alors, comme ça aurait laissé dans le milieu une somme relativement importante à récupérer,
On a plutôt préféré opter pour la mise sur pied d'une corporation sans but lucratif qui a tout à fait le support de la municipalité, mais qui peut, elle, aller chercher jusqu'à 80 de la subvention dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui veut dire que cette corporation-là aurait le mandat de la supervision et de la gestion du projet, même si elle décidait, en bout de piste, de confier l'opération quotidienne à un promoteur privé pour des fins de rentabilité, par exemple. Alors, ça veut dire que cette corporation-là aura un droit de regard absolu sur les équipements, sur l'entretien. Elle doit également s'assurer qu'en cas de disparition du promoteur, si jamais il décidait qu'il ne continue plus d'opérer ou s'il y avait déménagement ou faillite ou peu importe les raisons, il ne faut absolument pas que le service arrête. Donc, il faut quelque part un responsable, et cette corporation-là serait le principal responsable pour s'assurer de la continuité du service. Alors, parmi les solutions que nous avions envisagées, il y avait celle d'utiliser un promoteur privé, mais il y a eu également la possibilité que la corporation gère elle-même, donc elle s'engage du monde et qu'elle voit avoir quelqu'un régulièrement, tous les jours, pour s'occuper de l'opération quotidienne. Par contre, on a préféré jusqu'à maintenant retenir l'autre alternative qui nous apparaît beaucoup plus intéressante d'ailleurs pour les gens qui vont déjà opérer un service autour de la marina. Donc, ça nous apparaît plus pertinent maintenant d'utiliser cette alternative-là et de la rendre fonctionnelle. Alors, la corporation va avoir un œil là-dessus et nous avons, au cours des prochaines semaines ou prochains mois, en tout cas, de compléter les négociations pour que l'opération se fasse, on espère, dès le printemps 92. C'est des bonnes nouvelles. Puis, il semblerait que pour l'avenir, il y a question d'une deuxième phase. On veut aller encore plus loin. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, en tout cas, pour terminer un peu sur ce que Pierre vient de dire, je veux juste dire qu'il y a encore des rencontres qui ont lieu. Encore cette semaine, on rencontre les autres sites pour finaliser là, un peu là, les ententes communes au niveau des équipements, avoir des équipements qui vont être compatibles au transport des bateaux. Il faut être capable, tout le monde, de transporter le même type de bateau, s'entendre sur les heures d'ouverture, la promotion. C'est encore des choses aussi qui vont relever strictement de la corporation. Donc, pour l'avenir, il y a effectivement des projets qui sont à l'étude au niveau encore là, désenclavés. Il y a entre Pembroke et Elmer 3 autres barrages et un rapide. Et puis, la même firme a été retenue, la firme Hope, a été retenue pour étudier encore là la faisabilité puis les coûts pour cette dernière partie-là. Fait qu'on imagine le circuit qui pourrait être à ce moment-là en service, ce serait tout près de 300 000 de navigation. Alors, on parle d'une superbe croisière là, sur l'Outaouais supérieur, l'Outaouais et le lac Témiscamingue. J'aimerais profiter de ta visite, M. Raymond, de nous parler un petit peu de l'Office du tourisme et de votre projet spécial, là, qui est l'Autothem. Oui, bon, là, on a parlé des enclavements. Évidemment, pour nous, au niveau de l'Office du tourisme, l'important, c'est vraiment de faire connaître la région. Là, on se donne des moyens pour que les touristes puissent nous rejoindre, mais encore faut-il qu'ils sachent qu'on existe. Donc, ça prend de la promotion, parce qu'on a souvent constaté que les gens connaissent peu la région, mais par contre, quand ils viennent la visiter, vraiment, ils tombent en amour. Fait que nous, il faut s'organiser pour que les gens fassent ce premier pas, parce que souvent encore, hélas, c'est souvent la dernière région du Québec qui n'ont pas encore visité. Fait que là, nous, on veut s'organiser pour que ces gens-là viennent nous rencontrer. C'est pour ça qu'à un moment donné, on veut, avec l'Autothem, se donner des moyens financiers pour faire la promotion de la région. Et puis, à ce moment-là, c'est pas... Évidemment, on va faire la promotion du désenclavement, mais on veut aussi faire la promotion de l'ensemble des attraits d'un bout à l'autre du Témiscamingue. Et puis, à ce moment-là, on va aller dans des salons, on va faire des vidéos